Bon. Alors, on va voir maintenant des conséquences de ce principe d'équivalence. Avant de faire la théorie de la relativité générale, on est toujours dans le chapitre Introduction à la relativité générale. Donc j'ai essayé de vous montrer que la notion de vecteur entre deux points était un truc très spécifique dans un type d'espace particulier, l'espace euclidien. On a pu étendre à l'espace minkowskien, donc ça ne présage pas... il y a plusieurs types d'espaces dans lesquels on peut donner un sens à un vecteur entre deux points, mais de manière générale, cette notion est très spécifique à un type d'espace particulier et il n'y a aucune raison que l'espace-temps du monde ait cette propriété et de fait, il ne l'a pas, donc on ne parlera plus de vecteur d'espace. C'était une première chose. Ensuite, donc j'ai essayé d'élargir la notion d'espace, pas en faisant des choses très étranges dont on n'aurait pas l'intuition. Hein. La notion d'espace courbe, elle est très naturelle en réalité, parce qu'on a tous l'habitude de voir des surfaces courbes plongées dans un espace qui, lui, est conçu comme euclidien. Là, donc, la notion de surface courbe en elle-même n'est pas problématique. Donc, de surface courbe, vous pouvez l'étendre à des espaces de plus grande dimension. Donc, que l'espace global n'ait pas la propriété affine dont on a parlé, n'est pas en soi problématique. Ce qui va être un peu plus délicat pour nous, ça va être d'arriver à concevoir les notions de courbure, associées à la courbure et tout ce que ça change dans la description de l'espace, sans faire référence à un surespace dans lequel l'espace dont on parle est inscrit. Parce que toutes les notions de courbure et de direction, etc., qu'on a au sein d'un espace courbe, on l'a, cette intuition, je veux dire, on l'a pour des surfaces inscrites dans un espace de dimension supérieure. Donc, il va falloir reconstruire ça. Et j'espérais commencer un petit peu ce cours-ci, mais on n'aura pas le temps, mais ce n'est pas grave. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, on a regardé la gravitation et on s'est aperçu que la gravitation n'était pas une force comme les autres, que c'était vraiment quelque chose de très spécial parce que la masse gravitationnelle et la masse inertielle ont l'air d'être les mêmes. Elles ont l'air d'être tellement parfaitement les mêmes qu'on peut se dire que c'est sans doute pas par hasard et donc c'est probablement le même concept en fait, étrangement. Et le fait que ce soit le même concept fait que, en fait, on peut annuler la gravitation par un changement de référentiel, ou inversement, on peut créer la gravitation par un changement de référentiel, c'est-à-dire juste en changeant le système de coordonnées. Donc ça veut bien dire qu'en fait, ça n'existe pas. Et après on dit, ah oui, mais en fait, non, ça c'est vrai pour un champ gravitationnel uniforme. Dès lors que ce n'est pas uniforme, alors le référentiel qui annule localement le champ gravitationnel n'est pas le même que le référentiel qui annule localement le champ gravitationnel ailleurs. Et donc, il n'y a pas un changement, il n'y a pas un choix global de système de coordonnées qui permet de faire que, en fait, il n'y a pas de champ gravitationnel. Et donc, c'est ce qu'on appelle les forces de marée, le fait que le champ gravitationnel ne soit pas le même partout, et donc ça vous fait des étirements, des rapprochements, etc. Et donc, c'est là que va être contenue quand même la physique du champ gravitationnel. Néanmoins, il n'en reste pas moins, c'est le principe d'équivalence, que localement, on peut l'annuler. Et donc, pour une particule qui a sa ligne d'univers, si on étend l'idée qu'un corps sur lequel ne s'exerce aucune force va tout droit dans l'espace-temps, eh bien, je veux dire, on peut étendre cette idée-là en continuant à dire la même chose. Un corps sur lequel s'exerce aucune force va tout droit, et puisque localement la force de gravitation peut être annulée, en fait, un corps sur lequel ne s'exerce qu'une force de gravitation, donc en fait ne s'exerce qu'une force, donc un corps qui ne subit pas d'autre force que ce qu'on appelle traditionnellement l'accélération, en fait, va tout droit dans l'espace-temps. Mais par contre, puisque à un autre endroit,
c'est pas le même changement de référentiel qui permet d'annuler la gravitation. Je dois dire aussi que pour n'importe quel autre corps ailleurs, lui aussi, il va tout droit, s'il n'y a pas de force élastique, électrostatique, etc. Donc, deux corps, chacun va tout droit dans l'espace-temps, et néanmoins, si justement le champ n'est pas uniforme, leurs trajectoires vont se rapprocher, quand bien même ils démarreraient parallèlement l'un à l'autre. Or ça, c'est quelque chose qui est troublant dans la géométrie euclidienne, qui est même impossible, parce que par définition, deux droites parallèles ne se croisent qu'à l'infini. Ok, mais dans une géométrie non euclidienne, par exemple la sphère qui nous donne une intuition tout à fait simple, on voit que ça, c'est parfaitement possible. Et donc, il n'est pas exclu qu'on puisse décrire le champ gravitationnel, enfin les effets gravitationnels, par une géométrie spécifique de l'espace-temps, et c'est ça la relativité générale. Alors, avant même de mettre en équation tout ça, on peut déjà, ce qu'avait fait Einstein dans ses expériences de pensée, ce qui a d'ailleurs conduit à cette idée-là, on peut déjà déduire un certain nombre de conséquences tout à fait inattendues de ce principe d'équivalence, qui, je le rappelle donc pour Einstein, est que aucune expérience de physique non gravitationnelle, dans une version forte, y compris gravitationnelle, aucune expérience de physique ne peut distinguer entre un champ de gravitation et une accélération, un corps de référence accéléré sans gravitation. Et de ça, il a déduit en particulier que, alors je vais peut-être appeler ça, comment j'ai appelé ça, c'est un huitièmement conséquence du principe d'équivalence d'Einstein. Je vais dire conséquence inattendue. Conséquence inattendue, première conséquence, la gravitation affecte la lumière. La lumière est censée se propager en ligne droite, du moins dans un milieu à indice de réfraction homogène, enfin constant, en particulier dans le vide. Sauf que si le principe d'équivalence est vrai, c'est la fameuse expérience donc de pensée, évidemment, vous êtes dans un ascenseur en chute libre. Donc il est accéléré vers le bas à l'accélération g, d'accord? Et puis, je sais pas, par exemple, vous avez un trou là, par exemple, et vous avez la lumière, un rayon lumineux, enfin une impulsion laser, je sais pas, qui rentre par là. Alors vous démarrez, enfin voilà, ouais. Alors, comment ça marche? Oui, donc, on va dire qu'à l'instant t égale 0, la lumière arrive ici, et l'ascenseur, c'est à ce moment-là que vous le lâchez. C'est-à-dire qu'au début, il y a une vitesse nue. La lumière avance comme ça. Enfin, alors, j'hésite à quel choix prendre d'abord. Donc, soit je me mets dans un champ de gravitation que j'annule avec un ascenseur en chute libre, soit je me mets sans champ de gravitation et je crée en accélérant l'ascenseur ou la fusée. Bon, on va faire ça comme ça. Donc j'ai un champ de gravitation, j'ai la Terre ici. Donc j'ai un champ de gravitation, voilà. En chaque point, j'ai G ici. Voilà. Ce qu'on croit, ou ce qu'on croyait, c'est que la lumière, si elle rentre comme ça, là, horizontalement par rapport à cette verticale-là, la lumière va tout droit. Okay. Si ça, c'était vrai, alors, je pourrais voir
qu'il y a un champ de gravitation, parce que du point de vue de l'ascenseur, donc ça c'est dans le référentiel terrestre. Maintenant, si je me mets dans le référentiel de l'ascenseur, donc ça c'est à un certain instant. À l'instant suivant, l'ascenseur est là. À l'instant d'après, je fais un écart plus grand parce qu'il y a une accélération. Je mets une seconde entre chaque. L'ascenseur est là. Donc, vue de l'ascenseur, qu'est-ce que je vois? Je vois que la lumière est rentrée par là. Et puis après, elle était à l'instant bleu. La lumière, elle était... Donc c'était un peu plus tard, elle était là. Et puis à l'instant vert, elle était là. D'accord? Et enfin, si l'ascenseur est très très grand là, à un moment, l'ascenseur va passer sous le rayon lumineux. Donc en fait, la lumière, elle va sortir. Donc vue de l'ascenseur, la trajectoire, c'est ça. Et... Ouais. Pardon? Oui, oui, donc j'ai nettement exagéré. En pratique, effectivement, si la vitesse de la lumière, enfin si l'ascenseur ne fait pas une seconde lumière de taille, ça va être juste un tout petit peu dévié. Mais ça va être dévié. La lumière, si elle va en ligne droite dans le référentiel terrestre, elle ne peut pas aller en ligne droite dans le référentiel de l'ascenseur. Évidemment, parce qu'il y en a un qui est accéléré par rapport à l'autre. Enfin, c'est une évidence totale. D'accord ? Sauf que Einstein dit, principe d'équivalence, aucune expérience de physique ne peut me dire si je suis en présence d'un champ de gravitation ou si je suis dans un référentiel accéléré. Or là, oui. Alors, oui, sauf que je m'y suis mal pris parce que là, j'ai annulé la gravitation. Oui, non, mais enfin, si, oui, voilà. Donc, pour que... Ah oui, non, c'est ça, oui. Donc, voilà, ça y est. Si j'ai pas de gravitation, la lumière va tout droit. Or là, j'ai pas de gravitation et la lumière va pas tout droit. La seule façon, puisque j'ai annulé la gravitation, je suis en chute libre. J'ai annulé la gravitation, la lumière doit aller tout droit. Et donc, si elle va tout droit dans le référentiel où il n'y a pas de gravitation, celui en chute libre, elle doit être incurvée dans le référentiel où je n'ai pas annulé la gravitation. La seule façon que ça soit droit, c'est que ça soit courbé comme ça. Autrement dit, la lumière tombe dans le champ gravitationnel. Le champ de gravitation courbe la trajectoire de la lumière. Oui? Oui, dans le référentiel terrestre. Non, ce que j'ai dit là, j'aurais peut-être pu m'y prendre mieux, mais ce que je dis là, c'est que si je fais l'hypothèse que dans le référentiel terrestre, la lumière va tout droit, alors, dans le référentiel en chute libre, elle ne va pas tout droit. Et pourtant, dans le référentiel en chute libre, il n'y a pas de gravitation. Il n'y a pas de force. La lumière doit aller tout droit dans le référentiel où il n'y a pas de force. Même si je supposais que la gravitation avait un effet sur la lumière, il n'y a pas de gravitation. Elle va tout droit. Et donc, si en fait c'est ça la vérité, c'est qu'elle va tout droit dans le référentiel en chute libre, alors j'en déduis que, en fait, dans le référentiel où il y a de la gravitation, elle ne va pas tout droit. J'aurais dû le prendre à l'envers, je m'y suis mal pris. J'aurais dû dire, je me mets dans le référentiel en chute libre. Il n'y a pas de force, il n'y a rien. La lumière va en ligne droite. Donc si je fais un petit flash lumineux ici, je vais le retrouver là. OK. Conclusion, si je regarde cette chose-là, enfin, si je l'envoie par là, dans cette direction-là. Et donc ça va tout droit, je vais le récupérer là. Donc, ce fait-là, maintenant, je le regarde du point de vue de la Terre. Et ce que je vois, c'est que donc, au début,
la lumière était là, puis la lumière est... Alors, je vais le remettre là. Enfin, là, maintenant, je remets le référentiel terrestre. Au début, la lumière était là, et puis un peu plus tard, elle était là par rapport à l'ascenseur. Mais l'ascenseur, il est plus bas. Et puis ensuite, il était là, mais par rapport à l'ascenseur. Mais l'ascenseur, il est encore plus bas, il a accéléré. Et puis ensuite, elle était là. Donc la lumière, elle fait ça. Voilà. Ça aurait été plus simple, je pense, si j'avais fait ça tout de suite. Oui ? Donc c'est ça qui se passe. Prédiction d'Einstein, si le principe d'équivalence est vrai, c'est-à-dire que si on se met en chute libre, on annule la gravitation, localement. Si c'est vrai qu'on annule la gravitation en se mettant en chute libre, ça veut dire que dans le référentiel en chute libre, la lumière va tout droit. Puisqu'il n'y a pas de gravitation, il n'y a rien, enfin voilà, la lumière va tout droit, c'est l'idée de base. Ou plus exactement, s'il est vrai que sans gravitation, la lumière va tout droit, alors, en présence de gravitation, elle ne va pas tout droit. Puisque la gravitation, c'est qu'une accélération. Alors, si, on voit ça. Alors, c'est une prédiction de la relativité générale, donc. Et effectivement, ça a été vérifié. Alors, c'est prédiction en 1915, fin 1915, début 1916, relativité générale. Ça a été vérifié en 1919, lors d'une éclipse de soleil. Vous avez le soleil, vous avez la Terre, et puis vous pointez une étoile dont vous savez qu'elle est là. Enfin, la Terre... donc la Lune passe devant, éclipse le soleil, parce que sinon vous ne voyez pas l'étoile, vous êtes aveuglé. Donc vous attendez qu'il y ait une éclipse de soleil. La Lune... masque le soleil, donc vous voyez les étoiles, et cette étoile qui est censée être là, en fait, la lumière, elle fait ça, et donc vous la voyez par là, avec une déviation ici. La trajectoire de la lumière a été courbée par le champ gravitationnel du soleil. Alors vous dites, on ne voit jamais ça en vrai. Ouais, on ne voit jamais ça parce que les champs gravitationnels auxquels on a affaire sont super, super faibles. Et si vous prenez des champs gravitationnels un peu plus intenses, le soleil c'est déjà pas mal, et que vous mettez loin comme ça un tout petit angle, enfin non, peu importe d'ailleurs, enfin disons, ouais, enfin bon, ok, vous espérez pouvoir voir des tout petits angles, on fera ce calcul, on verra de combien est dévié pour une trajectoire rasante, on verra de combien est déviée la trajectoire de la lumière, et c'est ce qui a été observé. Et c'est ce qu'observe maintenant tous les jours de façon très précise. C'est comme ça qu'on recherche d'ailleurs, par exemple, de la matière noire. On essaye de voir ce qu'on appelle des effets de lentilles gravitationnelles. Vous courbez les rayons et on essaye de voir s'il y a une étoile qui commence à faire ça et ça. Du ah, il y a un truc qui est passé devant. Et si vous voyez rien, ah, mais c'est peut-être justement la matière noire qu'on cherche, le truc qui est passé devant. Vous essayez de voir des effets gravitationnels sur la lumière. Et on voit la lumière, enfin, vous avez entendu parler des lentilles gravitationnelles, peut-être, j'espère. Vous voyez derrière un gros amas de galaxies, vous voyez un amas de galaxies, enfin, vous avez une galaxie ici, là, vous avez un gros amas de galaxies avec une masse colossale. Et vous voyez cette galaxie, vous la voyez par là, mais aussi vous la voyez par là. Vous voyez deux images de la même galaxie. Vous pouvez voir que c'est la même. Elle a la même forme, elle a les mêmes spectres lumineux, c'est la même. Vous la voyez deux fois. Parce que ça a été dévié. Oui. Mais ici, on utilise de la lumière. Et par exemple, si je prends une barre en métal, ouais. Ou un truc solide, ouais. Et que je l'envoie très rapidement, c'est-à-dire que du point de vue de... Enfin, si je me mets du point de vue extérieur, je suis plus dans l'ascenseur, ma barre, elle sera courbée. Alors, là... c'est pas forcément facile de le définir, mais je vois ce que vous voulez dire. La question que vous posez, c'est est-ce qu'il va y avoir des tensions sur la barre? Parce qu'évidemment, la barre est rigide, il y a des forces de rappel, enfin, il y a des forces de cohésion de la matière qui font que même si elle risque de rester droite, au sens où vous l'entendez, même si les forces gravitationnelles tendent à la faire courber. Mais soit dit en passant, là, la force gravitationnelle en bas est plus grande que la force gravitationnelle en haut. Ce que je disais, en fait, elle s'étire comme ça. Donc oui, vous sentez la courbure de l'espace-temps lié à la gravitation,
C'est-à-dire, vous sentez les forces de marée, vous les sentez. Donc, ce sera le cas aussi pour un objet, que vous le lanciez ou non, ça reste vrai. Donc, oui. Ça ne changerait pas les propriétés de... C'est-à-dire que maintenant, je me mets dans le référentiel de mon ascenseur en chute libre. Mais du coup, et si je fais une mesure ici, je fais des propriétés du matériau, je verrai qu'il va être, de manière très hypothétique, hein, je ne sais pas si c'est possible à faire quand je serai, mais est-ce que je ne verrai pas une différence, contrairement à ceux à quoi je m'attendais, et du coup, je pourrais savoir que je suis dans un référentiel inertiel. Enfin, en chute libre. Vous savez, si vous êtes en référentiel en chute libre, vous laissez aller. Oui, mais normalement, je ne suis pas censé savoir. En faire la différence. Oui, comment savoir s'il s'exerce des forces internes dans le corps? Bah, il s'en exerce, encore une fois, le champ gravitationnel est plus fort ici que là. Après, des effets de... je ne suis pas sûr de voir la question que vous posez, mais peut-être que c'est ça. Des effets de changement de longueur par des effets gravitationnels, c'est comme ça qu'on détecte les ondes gravitationnelles. On parlera sans doute un peu aussi des ondes gravitationnelles. Si vous pouvez avoir des déformations de la géométrie de l'espace qui se propagent comme ça. Par exemple, vous avez deux étoiles à neutrons ou deux trous noirs qui tournent très vite l'un autour de l'autre. Ça touille l'espace en quelque sorte, ça émet des ondes gravitationnelles, ça modifie le champ de gravitation sous forme ondulatoire qui se propage. Et si vous avez ici sur Terre un interféromètre qui vous permet de comparer, vous faites une interférence entre deux, avec des lasers qui suivent deux chemins différents, et si vous avez des changements de distance parcourue, vous allez changer la figure d'interférence et vous allez voir qu'effectivement la distance d'un bras de l'interféromètre a changé par rapport à l'autre au passage de l'onde gravitationnelle. On arrive à faire ça, on a fait ça pour la première fois il y a quelques années, très peu d'années. C'est extrêmement difficile parce que les variations sont minimes. Ça change de moins que la taille d'un atome sur des kilomètres et des kilomètres pour les ondes gravitationnelles les plus intenses. Donc, après, il y a les ordres de grandeur. Sur Terre, la gravitation est très très faible en fait. C'est pour ça que Newton, ça marche si bien. Et donc, effectivement, on a réussi à avoir des déflexions, je ne sais plus combien c'était de degrés, enfin c'est de 10-5 degrés, des déflexions minimes en passant au ras du Soleil, qui est quand même un champ de gravitation un peu plus intense. Mais à notre échelle, les champs de gravitation sont minimes. Alors ceci dit, vous savez sans doute que quand on se repère avec des GPS pour repérer des positions, on est obligé de tenir compte du fait que la relativité générale modifie si le satellite GPS envoie une impulsion toutes les secondes, on ne la reçoit pas toutes les secondes ici. Il y a une modification du temps en fonction de la gravité. Mais ça reste infime. Mais si vous voulez des précisions gigantesques, ça se voit. Mais à notre échelle, ça ne se voit pas. Une autre chose... Vous avez vu la ligne droite, là? Voici une ligne droite. Dans l'espace-temps. Ce corps est en chute libre. Il parcourt une ligne droite dans l'espace-temps. Là, vous allez dire, oh, mais c'est vachement courbé. Attendez, là, vous parlez de la courbure de la trajectoire dans l'espace, que vous la projetez dans l'espace. C'est dans l'espace-temps. Si vous... Je représente l'espace-temps. Alors, si vous voulez, là, j'ai été à deux dimensions, donc je vais faire un X et Z. X et Z. Donc ça a fait la trajectoire. J'ai fait ça, la trajectoire. Mais il y a le temps, là. Donc, en fait, ça, c'est la trajectoire projetée dans l'espace, là. Comme ça. Ça augmente en Z, et puis après, ça redescend. C'est la parabole, elle est ici. OK. Attention. Ça, c'est déployé dans le temps. Là, si vous voulez comparer les distances, vous mettez CT ici. D'accord ? Donc, une seconde là, c'est une seconde lumière ici.
En une seconde-lumière, vous faites 7 fois le tour de la Terre. Hein. Donc, si vous voulez, si là vous avez 1 mètre, non, ça ne marche pas ce que je dis. Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire que ce que je voulais dire, c'est que c'est très peu courbé dans l'espace-temps. Et c'est vrai, j'arrive plus à voir. Je l'ai vu à un moment, je le vois plus. Mais on pourra reconstituer. Je veux juste avancer un peu. Oui. Sur des échelles de longueur comparable, ça fait un... Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ça fait comme ça dans l'espace-temps. Mais du coup, à petite échelle, sur une px, ça revient à faire une droite. Oui, c'est ça, c'est quasiment droit. Mais un corps en chute libre, pas tout droit dans l'espace-temps. C'est un fait. Enfin, c'est ce que dit la relativité générale et c'est très bien vérifié. Oui. Pourquoi vous dites quasiment droit et juste après vous dites que c'est... Ah non, pardon. C'est une ligne droite dans l'espace-temps. Oui, vous avez raison. Je n'aurais pas dû dire quasiment droit. Je veux dire que j'utilise une intuition standard de la géométrie qui n'est pas bonne. C'est qu'effectivement, c'est une ligne droite de l'espace-temps, c'est un fait. Et si vous plongez cet espace-temps dans un espace euclidien dans lequel il est courbé dans cet espace, la courbure vue de l'extérieur sera extrêmement faible. Mais en fait, oui, c'est une très bonne question. On va définir intrinsèquement la courbure. Intrinsèquement. Et il y aura un sens à dire qu'elle est faible ou forte. C'est une grandeur, enfin, ça peut se mesurer. Donc c'était en ce sens-là que je disais c'est peu courbé, mais l'espace localement est peu courbé, mais la trajectoire est une droite. Ou aussi droite qu'on peut être droite, mais en fait c'est la définition d'une droite. Bon, donc premier effet, la lumière est courbée par un champ de gravitation, c'est comme ça. Et ça a été vérifié, il n'y a pas de problème, mais c'est assez inattendu. Alors, c'est assez inattendu, sauf si on se dit, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, sauf si on se dit que tous les corps chutent de la même façon, quelle que soit leur masse, et qu'après tout, si je prends un truc de masse nulle, il va suivre la même trajectoire. Et donc, évidemment, qu'il va être courbé aussi. Alors, sauf que, comme je le disais, un corps de masse nulle, on n'a pas le droit de dire, toi, je prends un corps de masse nulle, c'est la limite d'un corps de faible masse. Non, c'est quelque chose. D'abord, ça n'existe pas en physique newtonienne, et si vous voulez le faire exister en physique relativiste, alors c'est quand même quelque chose de complètement différent, puisqu'un corps de masse nul est toujours sur le code de lumière, il n'y a pas de référentiel propre, il va toujours, quel que soit le référentiel à la vitesse c, etc. Tandis qu'un corps massif, non. Donc c'est vraiment rien à voir. Donc on ne peut pas extrapoler ce qui se passe pour un corps de masse nulle à partir de ce qui se passe à un corps de masse de plus en plus petite. C'est vraiment qualitativement complètement différent. Mais faisons comme si, faisons du Newton sans relativité, mais en autorisant quand même l'existence de masse nulle, ce qui est incohérent. Mais si on fait ça, on peut se dire, OK, la trajectoire de la lumière, ça va être la même que la trajectoire d'un corps de masse m, qui aurait la même vitesse et qui simplement subirait la gravitation. Et comme de toute façon, donc, un corps de masse m qui est lancé à une certaine vitesse v va avoir une trajectoire, quelle que soit sa masse, ça va être toujours la même. Donc je peux me dire, je ne fais pas de relativité, je reste newtonien, je dis, je prends un corps de masse m et je le lance à la vitesse c. Et je regarde ce qui se passe. Et je calcule la force de gravitation et j'en déduis la déflexion. Ce calcul, on peut le faire, hein, ça pourrait être un TD, why not. On fait ce calcul-là, et puis on regarde de combien ça a été dévié. Est-ce que c'est la même déflexion quand on fait le calcul vrai en relativité générale? Réponse non. Mais fait amusant, il y a exactement un facteur 2 d'écart entre les deux. Bref, c'est pour l'anecdote, mais en tout cas, la gravitation affecte la lumière et c'est quelque chose c'est une propriété vraiment spécifique de la relativité générale. Deuxième conséquence, le redshift gravitationnel. Alors ça, c'est vraiment inattendu. Redshift gravitationnel, alors allons-y.
je vais prendre un ascenseur, toujours. Je vais pouvoir mettre en chute libre. Et mettons que je pars du plafond. Et j'envoie un rayon lumineux vers le bas. Une impulsion laser, si vous voulez. D'accord ? Avec une certaine fréquence. Et je l'envoie au moment où je lâche l'ascenseur. Donc je pars de vitesse nulle. L'ascenseur part à vitesse nulle. Et voilà, j'envoie la lumière. Au moment... Donc, la lumière avance à la vitesse c. Dans le référentiel terrestre, celui-là. Voilà, Elle part à l'instant t égale 0, mettons. À l'altitude, je sais pas, z0. Okay. Donc, si j'imagine une impulsion laser, donc elle est à z0 à l'instant t égale 0. Elle est à z égale z0 moins ct à l'instant t. C'est un fait. Quand elle va arriver en bas, ici, quand elle va arriver en bas, ça va prendre un certain temps, h sur delta, enfin, la hauteur ici sur c. Donc, au bout de delta t, alors, oui, alors ça va prendre un certain temps. Quand elle va arriver, l'ascenseur sera arrivé plus bas. Il sera arrivé plus bas, et en plus, il aura une certaine vitesse, puisqu'il aura accéléré pendant tout le temps que ça a pris. Donc, on va dire que ça prend un temps delta t égale h sur c. Et de combien s'est déplacé l'ascenseur pendant ce temps-là? L'ascenseur, pendant delta t, il fait 1,5 de g delta t carré. Et parcourt, s'il part de vitesse nulle. D'accord? Donc il va arriver plus bas. Et quelle va être, ou à la limite peu importe, mais quelle va être sa vitesse? Voilà, sa vitesse, la vitesse du bas de l'ascenseur, ça va être, moins, parce que ça va vers le bas, moins g delta t. C'est-à-dire moins g h sur c. D'accord. Si vous avez un récepteur de lumière ici, qu'est-ce qu'il voit? Il va voir de la lumière à une autre fréquence. Pourquoi? Effet Doppler. Il s'éloigne de la lumière. D'accord? S'il s'approchait, il la verrait blue shifté, fréquence plus grande. S'il s'éloigne, il la voit redshifté. C'est quoi la variation, là, delta nu sur nu? En gros, c'est V sur C. Donc ça va être GH sur C2. D'accord? Alors je laisse ça dans un coin et on y reviendra. Oui? Mais ici, dans le G, on cache que, on suppose que le champ il est constant. Oui, je me mets sur... Comme c'est un calcul. Si vous voulez, c'est l'ordre de grandeur. En plus, je dois préciser, c'est le temps dans quel référentiel. Donc c'est dans celui-là. Et non, du coup, c'est correct si je dis ça. Oui, non, et celui-là, par contre, ce serait le temps propre. Le temps propre du... Parce qu'en fait, h, c'est la longueur parcourue dans le référentiel de l'ascenseur. Donc il devrait y avoir un gamma là, mais pour des vitesses petites devant la vitesse de la lumière, ça fait 1. Enfin bon, bref. On peut faire le calcul plus proprement en relativité si on veut, restreinte, mais voilà ce qu'on obtient. Autre expérience. Alors, donc ça... Ouais. Et ça c'est un problème, ça. Ça, c'est une contradiction. À nouveau, je l'ai pris dans l'autre sens, comme tout à l'heure. Mais ça, c'est une contradiction avec le principe d'équivalence. Parce que
l'ascenseur en chute libre, il ne voit pas de gravitation, mais c'est un référentiel, c'est un référentiel inertiel. Comment la fréquence de la lumière... Enfin, je dis que j'ai un ascenseur en chute libre, mais en fait, c'est équivalent, par le principe d'équivalence, à un ascenseur qui est posé quelque part dans l'espace, il n'y a pas de champ de gravitation, il n'y a rien, il est là, j'envoie de la lumière à un endroit, je la récupère à l'autre bout, évidemment qu'elle a la même fréquence. Donc ça, c'est une contradiction, en fait. Ça ne marche pas. J'ai oublié quelque chose, là. Il y a une faute. Il n'y a pas un phénomène de contraction de longueur ici? Non, non. Non, non, c'est juste, j'envoie de la lumière à vitesse nulle, je la récupère ici, sur un truc en mouvement. Enfin, ça dépend... Non, pardon, oui. Dans le référentiel de l'ascenseur, je le récupère aussi dans un truc à vitesse nulle. C'est-à-dire, j'envoie de la lumière ici, je la récupère là, c'est évidemment la même fréquence. Or là, par ce raisonnement-là, je viens de montrer que ce ne sera pas la même fréquence, puisque quand je le récupère ici, j'ai un changement de fréquence. C'est que là, j'ai supposé qu'en se propageant dans le champ de gravitation, si je le décris du point de vue de la Terre, en se propageant dans le champ de gravitation, j'ai supposé que la lumière gardait la même fréquence. Et que, arrivée en bas, évidemment, si je la mesure par rapport à un truc qui recule, il y a un effet Doppler, et donc elle est redshiftée. Ça, c'est pas possible. Puisque cet ascenseur en chute libre est équivalent à un truc au repos sans gravitation. Principe d'équivalence. Ça, c'est quand on est à l'intérieur de la façade. Si on regarde de l'extérieur, il y a forcément un petit peu de Non mais, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Si on regarde de l'extérieur, l'ascenseur, dans tous les cas, il va accélérer par rapport au temps. Oui. Il y a un effet de place qu'on ne peut pas... Justement, dans le référentiel terrestre, j'envoie un photon à la fréquence nue. Si je le récupère à la fréquence nue, alors mesuré par lui, il aura une fréquence plus faible. D'accord? De combien? De ça. Puisque maintenant, le bas de l'ascenseur, il est en mouvement. Or, ce n'est pas possible. Il doit avoir la même fréquence. Puisque dans l'ascenseur, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de gravitation. J'envoie un photon à fréquence nue, il arrive à la fréquence nue. Ouais. Mais ici, le photon part aussi en mouvement. Non, parce que je le fais partir au moment où je lâche l'ascenseur à vitesse nulle. Mais même s'il est en mouvement, il aura un mouvement encore plus grand là parce qu'il y a une accélération. Donc vous allez me dire, il y avait un blue shift au début qui est compensé par le redshift. Oui, s'il va à vitesse constante. S'il va à vitesse constante, le blue shift est compensé par le redshift, vous pouvez changer de référentiel, ce sera la même fréquence, fréquence émise, fréquence reçue sera la même. Mais s'il y a une accélération, alors la fréquence reçue sera plus petite que la fréquence émise, il n'y a rien à faire. Ouais. Du coup, là, ce que j'étais en train de dire, c'est que C a changé, en fait. Non, non, C ne change pas. Mais si jamais il y a un décalage de fréquence, ça veut forcément dire que la lumière a été accélérée ou décélérée? Ah non, non, la lumière ne peut pas être accélérée ni décélérée, la lumière va à la vitesse C. Sa fréquence peut changer. Si vous vous éloignez de la source de lumière, vous allez avoir une fréquence plus faible. Oui. Ouais. Mais du coup, on a dit que la gravitation courbe la lumière. Là, notre photon, est-ce qu'il est aussi en train de tomber, techniquement, avec l'ascenseur? C'est ça. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on sait, si on croit au principe d'équivalence, le principe d'équivalence nous dit la fréquence à laquelle je le mesure dans le référentiel de l'ascenseur en bas,
doit être la même que la fréquence à laquelle je l'ai émise dans l'ascenseur ici. Ça doit être la même. Principe d'équivalence. Or, c'est redshifté. Il faut donc nécessairement que, en réalité, maintenant je me remets du point de vue terrestre, si j'ai envoyé le photon à la fréquence nu ici, il doit arriver ici, en fait, à une fréquence plus grande, de façon à ce que la diminution de la fréquence dans le référentiel, par effet Doppler, dans le référentiel de l'ascenseur, compense exactement le gain de fréquence par le fait que le photon soit tombé dans le champ gravitationnel. J'en fais un autre peut-être pour que vous voyez mieux. Je ne me mets pas sur Terre. Je me mets dans un endroit de l'espace où il n'y a pas de champ de gravitation. On va faire ça comme ça. J'aurais peut-être à nouveau dû commencer par ça, mais de toute façon. Je me mets dans un endroit de l'espace où il n'y a pas de champ de gravitation. Et je me mets dans un vaisseau spatial, un ascenseur spatial, que j'accélère vers le haut à la vitesse, à l'accélération g. OK ? Il n'y a pas de gravitation. Je prends cet ascenseur, je l'accélère vers le haut à l'accélération g. Et je l'accélère à partir d'une vitesse nulle, dans le référentiel que j'ai choisi extérieur, au moment où j'envoie le photon vers l'autre face de l'ascenseur. D'accord ? Je l'envoie ici, à l'instant t égale 0. Quand il va arriver là, il y a un moment... Alors, je l'envoie par là, lui, il y va à la vitesse c, lui monte par là à une vitesse qui, au cours du temps, vaut gt, vers le haut. Alors, il faut que je fasse la composition des vitesses relativistes. Donc, par rapport à l'ascenseur, le photon va quand même à la vitesse c. Donc, il va arriver en bas de l'ascenseur. Il va arriver en bas de l'ascenseur au bout de delta t égale h sur c, à nouveau. C'est un fait. Mais quand il va arriver en bas de l'ascenseur, le bas de l'ascenseur, il sera en train de se déplacer vers le haut. À quelle vitesse ? À la vitesse v égale g delta t, c'est-à-dire gh sur c. Et donc, quand le bas de l'ascenseur va intercepter le photon avec une vitesse, il se projette sur le photon, il va avoir une fréquence plus grande. De combien ? De delta nu sur nu égale v sur c, c'est-à-dire gh sur c2. Donc, si j'envoie un photon dans l'ascenseur que j'accélère, évidemment, puisque je change la vitesse du bas, je vais créer un effet Doppler, il va être blue shifté cette fois, la fréquence va être plus grande, je me projette sur le photon. D'accord ? Donc je raccourcis la fréquence, enfin la longueur d'onde. Pardon, je raccourcis la longueur d'onde, j'augmente la fréquence. D'accord ? D'accord ? Le photon arrive là, moi donc si vous voulez, il y a des crêtes et des creux. Si je suis immobile, je reçois les crêtes et les creux au même rythme que je les ai envoyés. Si je me projette dessus, je remonte le fil du courant, je vais voir des crêtes plus souvent. Donc j'augmente la fréquence. Enfin, c'est l'effet Doppler. Hein. Vous avez l'air perplexe. Non, et donc, vous voyez que quand je vais le récupérer en bas, je vais voir une fréquence plus bleue, plus grande. Or, Einstein prétend, et nous prétendons avec Einstein, que la situation d'un vaisseau spatial sans gravitation qui accélère dans une direction, c'est très exactement la même chose qu'un ascenseur au repos dans un champ gravitationnel. Donc, lorsque dans un champ gravitationnel au repos maintenant, mais dans un champ gravitationnel, j'envoie une impulsion laser ici et je la récupère là, elle doit être blue shiftée. Alors, 1, 2, 3, oui. Mais est-ce que ça veut dire que pour compenser le phénomène, est-ce que tout objet en accélération
une fin, il crée un champ gravitationnel. Non. Non, 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 non. Alors là, dans tout ce qu'on fait là, on néglige l'effet gravitationnel du corps lui-même. Mais parce que l'effet gravitationnel de ce corps-là sur quoi que ce soit, il est infime. C'est-à-dire, pour mesurer la force gravitationnelle entre ces deux corps, c'est complètement dominé par le champ gravitationnel terrestre, par exemple. C'est-à-dire, effectivement, le corps lui-même, ce bout du corps crée un bout de champ gravitationnel ici, etc., parce que chaque masse attire chaque masse. Donc ça rajoute, il y a un petit effet gravitationnel. Par exemple, le champ gravitationnel sur ce stylo-là n'est pas le même si je mets ce corps-là, ici, là, ou là, ou là. Mais en pratique, c'est exactement le même. C'est pas ça que je veux dire. Ah bon? C'est que le fait qu'il soit en mouvement. Mais c'est pareil. Qu'il soit en mouvement. Non, qu'il soit en mouvement, ça ne change rien. D'accord. Non. Il a un effet gravitationnel. Et il y a une partie, évidemment, dans le référentiel où vous êtes, où il est en mouvement, il y a de l'énergie cinétique. Et donc, c'est de l'énergie, ça induit de la gravitation. Donc c'est vrai, il y a un effet gravitationnel. Ce que je vous dis, c'est que c'est complètement négligeable. Mais complètement. C'est-à-dire, pour arriver à mesurer l'attraction d'une masse sur une autre, pour mesurer la constante de gravitation universelle, par l'expérience de Cavendish, il a dû bosser comme un sourd, quoi. C'est très très compliqué de détecter la gravitation entre deux corps massifs. C'est une des plus incroyables expériences de l'histoire, ce qu'il a fait, Cavendish. Et donc, non, la gravitation des corps les uns sur les autres, on peut négliger. Donc, dans tout ce que je fais là, je suppose qu'il y a un champ gravitationnel G, il n'est pas modifié par le fait que les corps bougent ou ne bougent pas, etc. Alors ensuite, je ne sais plus... Pardon, ouais, allez-y. Du coup, le sens du chiffre gravitationnel dépend de l'orientation de la vitesse initiale qu'on a dans l'ascenseur. Alors... Parce qu'à gauche, là... Si je prends un ascenseur... Oui, pardon. On a une fréquence qui augmente par effet Doppler, donc le chiffre doit la diminuer. Et à droite, on a l'inverse. Oui, alors, si j'accélère... Donc, je me remets dans le vide, il n'y a pas de gravitation. S'il n'y a pas de gravitation, que j'envoie la lumière vers le bas, ici, et que j'accélère par là, ça va être blue shifté. Et effectivement, si à l'inverse, je l'accélère vers le bas, il va être redshifté, parce qu'au moment où je le rattrape, il sera en train de s'éloigner. Donc, oui. Mais vous remarquez que, suivant que je mets l'accélération par là ou par là, je simule un champ gravitationnel soit par là, soit par là. Quand je mets une accélération vers le haut, je simule un champ gravitationnel vers le bas. Je me fais projeter vers le bas si on m'accélère vers le haut. Je sens un champ gravitationnel vers le bas. Donc, quand je vais vers le bas du champ gravitationnel, ou bien je vais dans la direction opposée de mon accélération, et encore une fois, champ gravitationnel et accélération, c'est pareil. Donc, si je vais vers le bas du champ gravitationnel, vous voyez que la fréquence augmente. Si je vais vers le haut du champ gravitationnel, la fréquence diminue. Et en fait, ça aurait dû être le dernier exemple que j'ai commencé par le dernier exemple, pardon. Si maintenant je suis dans un champ gravitationnel mais en chute libre, alors il n'y a pas de gravitation. Et donc la fréquence doit être la même. Et de fait, l'augmentation de la fréquence liée au champ gravitationnel est exactement compensée par le redshift de l'accélération, du fait que maintenant j'ai une vitesse par rapport à la vitesse que j'avais au départ. Et donc non ? Vous aviez une question, c'est bon? Vous l'avez plus? Alors vous? Ouais, ok, ouais. En fait, quand on a un redshift, c'est de l'extérieur, pas de l'intérieur. Ah bah si, le détecteur, lui, mesure une certaine fréquence. Mais à l'intérieur de l'ascenseur, les parois sont homogènes, ça change rien. Oui, alors c'est pour ça que si l'ascenseur... Alors, oui, non, d'accord. Si l'ascenseur est en chute libre, on reçoit la même fréquence. Si l'ascenseur n'est pas en chute libre, et qu'il est juste posé au sol, et que donc il y a un champ gravitationnel G vers le bas, ce que dit l'expérience de pensée, et expérience, conséquence inattendue, ce que dit l'expérience de pensée, c'est que un ascenseur posé au sol dans un champ gravitationnel, c'est exactement pareil qu'un ascenseur dans le vide accéléré dans la direction opposée,
Donc, tout ce que vous avez déduit de votre raisonnement dans le vide sans gravitation avec l'accélération doit être vrai dans le champ gravitationnel. Or, ce que vous avez déduit là, c'est que si j'envoie de la lumière ici, puis que le temps que le truc arrive là, que la lumière arrive là, je me suis mis en mouvement, évidemment que ça va être la même fréquence. Ça s'appelle l'effet Doppler. Tout bête. Donc ça, c'est évident que si j'envoie de la lumière par là et que le temps que ça arrive là, j'ai donné une vitesse à ce bord-là, c'est évident que ça va être redshifté, blue shifté. Par conséquent, vous devez conclure que si vous envoyez de la lumière ici dans un champ gravitationnel d'un ascenseur au repos, mais au repos par rapport à la Terre, en fait, en accélération dans l'autre sens par rapport au référentiel en chute libre, qui serait le bon. Mais donc, un ascenseur posé par terre dans un champ gravitationnel, si vous envoyez de la lumière là, quand vous la recevez là, elle est plus bleue. Sa fréquence a augmenté. C'est un truc dingue. Mais c'est inévitable si le principe d'équivalence est juste. Ouais. Tous les calculs qu'on a fait là, c'est dans le référentiel du sol. Quand il est posé là? Tous les calculs que vous avez fait là. Alors là c'était... non, là c'était dans le référentiel... non, c'était dans le référentiel de l'ascenseur en supposant que la fréquence ne variait pas. C'est pour ça que je m'y suis mal pris, encore une fois, je suis désolé. J'ai supposé que la fréquence dans le référentiel terrestre était la même que celle, que celle de départ. Parce que c'est ça qu'on croit. Donc j'ai supposé ça, supposons que ce soit la même. Ah ouais, mais du coup, quand je la mesure, vu que je suis en train de me déplacer, par rapport à l'ascenseur, ça doit être redshifté. Or, ça ne peut pas l'être, puisque je suis en chute libre, je n'ai pas de gravitation, j'ai rien, je suis au repos, ça ne peut pas l'être. Donc, il y a une faute dans le raisonnement. Donc, l'hypothèse qui est que quand j'envoie un truc à la fréquence nu ici, il arrive à la fréquence nu plus bas, cette hypothèse est nécessairement fausse. Et après, je me suis mis dans le cas où, ok, oublions la gravitation, manifestement il y a un truc avec la gravitation, oublions la gravitation, on sait que la gravitation, ce n'est rien, on peut la simuler par une accélération, une simple accélération. Donc, je me mets loin de toute gravitation, comme ça j'ai rien à supposer sur l'effet de la gravitation, je me mets sans gravitation, je me mets dans un objet et je l'accélère par là, par exemple. Donc c'est exactement pareil par principe d'équivalence que si je mettais un champ de gravitation par là. Or, ce que je fais, c'est que si j'envoie de la lumière par là et que j'accélère par là, au moment où la lumière va arriver là, ce truc-là aura une vitesse différente du début, et donc il y aura un effet Doppler qui va augmenter la fréquence reçue. Par conséquent, si c'était un champ de gravitation, ça devrait être pareil. Autrement dit, quand un photon ou la lumière tombe dans un champ gravitationnel, elle gagne, sa fréquence augmente. Et si par contre je tire vers le haut, à partir d'une certaine fréquence ici, je tire vers le haut, la fréquence que je récupère en haut est plus basse. Et ça, donc c'est une conséquence inévitable du principe de gravitation. Alors ça a été vérifié par Pond et Repka, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience Pond et Repka, ça a été vérifié expérimentalement pour la première fois en 1959, je crois, et c'est utilisé tous les jours dans le GPS. C'est juste un fait. Et évidemment, ça valide le principe d'équivalence. Ça nous paraît surprenant, mais c'est comme ça. Et pourquoi j'ai voulu quand même faire ce petit calcul, qui est trivial, enfin, on l'a fait de deux façons différentes, mais évidemment, c'est la même idée, c'est que si vous changez la fréquence du photon, vous changez son énergie, en fait. Alors évidemment, on mélange un peu la physique quantique, mais E égale h nu, d'accord? Donc delta nu sur nu, c'est delta E sur E, en fait. La variation relative de fréquence, c'est la variation relative d'énergie. Regardez la valeur qu'on a obtenue. Vous voyez ça? Ça vous dit rien, ça? Regardez, je vais faire un truc génial.
Alors le photon est de masse nulle, on est d'accord. Hein. Et si c'était un corps de masse m, combien d'énergie il gagne en tombant d'une hauteur h? mgh, son énergie potentielle. Il était une certaine énergie potentielle, une énergie potentielle plus faible. Il a gagné cette énergie. Et quelle est son énergie de référence? Quelle était son énergie? mc2. Alors gamma mc2, enfin tant qu'il ne va pas à des vitesses proches de la lumière, c'est mc2. Donc en fait, le photon, alors c'est vrai pour tout, j'ai dit qu'on ne pouvait pas le faire, mais c'est pour avoir l'intuition. On ne peut pas extrapoler ce qui se passe pour un corps de masse m à ce qui se passe pour un corps de masse nulle. Mais n'empêche, c'est exactement ça qui se passe pour le photon. Vous voyez que sa variation relative d'énergie, delta nu sur nu, ou delta h nu sur nu, pareil, c'est exactement... S'il avait n'importe quelle masse, il aurait gagné cette énergie potentielle en tombant, et donc il y aurait une variation d'énergie, de son énergie, qui est exactement ça. Et en montant, il la perd, l'énergie. Mais en fait, c'est exactement comme quand vous lancez un corps en l'air. Il perd de l'énergie en montant, évidemment. Il y a la force qui le tire vers le bas. Et quand il tombe, il gagne de l'énergie. Et bien pour le photon, c'est pareil. Alors attention, il y a une limite à l'analogie. C'est-à-dire que le photon, il n'est pas en train d'être accéléré vers le bas. Le photon, il va à la vitesse c, il va à la vitesse c. Il n'en changera jamais. Donc, mais en termes énergétiques, vous voyez que ce que je... C'est pas de la vraie physique ce que je fais là. Mais d'abord, c'est un bon moyen mnémotechnique de voir que quand un photon chute dans un potentiel gravitationnel, il gagne de l'énergie comme n'importe quel corps. Et si on extrapole les gains d'énergie d'un corps de masse m au corps de masse nulle en disant bah, de toute façon le m il s'en va, donc le gain d'énergie en fait c'est GH sur C2 pour tous les corps de masse m. Ben, en fait pour les photons aussi. Donc, quand on lance un photon vers le haut, il va sortir, c'est pas la question, sauf si vous êtes dans un trou noir, mais il va sortir, c'est pas qu'il va se ralentir et puis il va finir par retomber. Il va à la vitesse c, il va à la vitesse c. Encore une fois, un corps de masse nulle va à la vitesse c, point. Donc, j'envoie vers le haut un photon de masse nulle, il va à la vitesse c, il va aller au bout de l'univers. Mais, en montant dans le potentiel gravitationnel, il va perdre de l'énergie quand même. Il va perdre de l'énergie, alors pour lui, il va perdre de la fréquence. Enfin, sa fréquence va baisser. Et si par contre, je le lance d'en haut et que je le propage vers le bas, eh ben, il tombe et il n'est pas accéléré. Encore une fois, sa vitesse est la même. Mais il gagne de l'énergie au fur et à mesure qu'il tombe dans le champ gravitationnel. Si on veut être physiquement correct, juste on dit sa fréquence augmente. C'est-à-dire la fréquence mesurée en bas par rapport à la fréquence mesurée en haut sera plus grande en bas qu'en haut. Et inversement, voilà. C'est une conséquence du principe d'équivalence. C'est assez remarquable quand même. Et c'est vérifié. Et c'est ce qu'on mesure, oui. Oui, oui, c'est ce qu'on mesure sur l'ascenseur au repos. Ça a été mesuré sur une grande tour, avec des... c'est subtil hein, pour mesurer. Ah, c'est pareil, l'effet c'est proportionnel à H. Donc voilà. Ben, il faut des précisions colossales et ça a été fait. Il y a eu une découverte technologique qui a permis de mesurer des micro-écarts de fréquence en s'appuyant sur l'absorption nucléaire d'un photon gamma d'une résonance nucléaire. Donc si on se dévie un tout petit peu de la fréquence, on voit que c'est plus absorbé pareil et donc on voit que le taux d'absorption n'est pas le même. Enfin, donc c'est des trucs, c'est pour ça que ça a été fait en 1959, c'était une prouesse remarquable. Et c'est lié au développement des techniques nucléaires, etc. Enfin, c'est des micro-effets, évidemment. À notre échelle, c'est 3 fois rien. Maintenant, si vous augmentez les champs gravitationnels, et si vous commencez à travailler au voisinage d'un trou noir, c'est là où vous allez voir un truc dingue. Je ne sais plus avec qui, c'était peut-être avec vous ou avec quelqu'un d'autre, on en parlait à la pause. Si vous émettez un photon au ras de l'horizon d'un trou noir, et que vous le récupérez loin, là un endroit où l'espace-temps est pratiquement plus courbé, la fréquence à laquelle vous le voyez va être infiniment plus faible qu'à la fréquence à laquelle elle a été émise. Vous le recevrez,
mais sa fréquence va être énormément redshiftée. Et quand vous voyez un corps qui tombe, qui traverse le trou noir, on dit à tort, le temps ralentit tellement. Vu d'ici, les intervalles de temps, si lui il émet un signal toutes les secondes, vous allez recevoir, tant qu'il est loin le trou noir, vous allez recevoir en gros toutes les secondes, enfin, moins l'effet Doppler. Et puis petit à petit, ça va prendre 1 heure, 1 semaine, 1 an, 1000 ans, 100 000 ans, et vous le verrez en fait jamais vraiment traverser. Mais lui, il traverse, c'est pas un problème. Et puis s'il est de l'autre côté, de toute façon, tout ce qu'il émet, vous le recevrez plus jamais, puisque là, l'espace-temps fait que en fait, les cônes de lumière, ils sont orientés comme ça. Donc il n'y a plus rien qui sort. Ça, c'est le trou noir, on verra. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où on traverse, en fait, si, je ne le conseille pas, mais si je traverse je suis juste au moment où j'arrive à l'horizon, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si je verrais vers la fin de l'univers. Non, vous sentez rien. Alors, si c'est un trou noir de faible masse, vous allez être monstrueusement déchiqueté par les forces de marée, parce que vous aurez les pieds qui sont attirés beaucoup plus que la tête, vous allez tirer comme ça et vous allez être comprimé comme ça. Donc, je ne vous le conseille pas. Mais si c'est un trou noir de très grande masse, de sorte que son horizon est à grande distance, alors la variation du champ gravitationnel entre deux positions proches, sur 1,80 m, disons, elles vont être très faibles et vous vous en rendrez même pas compte. Vous allez traverser l'horizon comme si de rien n'était. Vous n'allez même pas vous rendre compte que vous êtes passé simplement, si vous essayez de faire demi-tour et de ressortir, vous ne pourrez pas. Mais vous verrez rien, aucun problème. Donc vous n'allez pas voir la fin de l'univers ou quoi que ce soit, non. Par contre, quelqu'un qui est à l'extérieur, il ne vous verra jamais traverser. Il vous verra de plus en plus ralenti et de plus en plus rouge, et puis de l'infrarouge, et puis ça va être des ondes radio. À la fin, il va recevoir une onde super étendue qui va pas prendre 1000 ans, 1 milliard, de centaines de milliards d'années à arriver. Il ne vous verra jamais traverser. En supposant qu'il puisse vivre un temps infini, à la fin de son temps, il ne vous aurait toujours pas traversé. Mais vous aurez traversé. Pour passer de là à là, ça va vous prendre 2 secondes, et voilà. Si je le regarde, je verrai la même chose, mais on va accélérer. Ah, vous? Ah oui. Alors, le problème, c'est que vous le verrez son passé quand même, hein, malgré tout. C'est-à-dire que... il faudrait... Non, je ne vais pas faire le schéma d'espace-temps d'un trou noir maintenant. Mais vous le verrez, par contre, super blue shifté, vous. Ah oui, blue shifté par l'effet du champ gravitationnel, et vous, il y a votre vitesse à vous, propre, qui le redshift. Alors, si vous êtes en chute libre avec lui depuis le début, par définition, ça doit se compenser. C'est ce qu'on a vu avec l'ascenseur. Ça doit se compenser parce que vous êtes en chute libre, il n'y a pas de champ de gravitation. Donc, ouais. Il n'y a jamais d'effet Doppler. Qu'il y ait de la gravité ou pas, on s'en donne. Il n'y aura jamais d'effet Doppler parce que les parois sont immobiles pour l'ascenseur. Oui. Il n'y a pas d'effet Doppler, mais si vous êtes dans un champ gravitationnel, vous aurez ici une fréquence plus grande qu'en haut. Ça, c'est mesuré pour de vrai? Ah bah bien sûr. Pond et Repka. 1959. Ça doit être comme ça, parce que vous dites que vous êtes... Parce que vous sentez un champ gravitationnel. En fait, c'est exactement pareil que s'il n'y avait pas de champ gravitationnel et que vous étiez accéléré. Ça n'a rien à voir avec l'effet Doppler, c'est un autre effet alors. Oui. Dans un champ gravitationnel, un photon qui va vers le bas gravitationnel voit sa fréquence augmenter. Et maintenant, si vous... vu de l'extérieur, vu du référentiel terrestre, sa fréquence ici, si là il y a nu, là il y a nu prime, tel que nu prime moins nu sur nu égale GH sur C2. Voilà. On pourrait faire le calcul relativiste, mais... maintenant,
Si là, vous décidez de monter, descendre, vous rajoutez un effet Doppler par-dessus ça. Mais la fréquence du photon dans le référentiel terrestre, ici, c'est nu'. Dans le référentiel de l'ascenseur, c'est quoi? Bah aussi, c'est la même chose si l'ascenseur est posé sur Terre. Si c'est le même référentiel. Si l'ascenseur est au repos par rapport à la Terre, la fréquence mesurée ici ou ici, enfin, la fréquence mesurée, c'est la fréquence mesurée, peu importe à quoi nous on se réfère, le référentiel auquel on se réfère. Ça change de fréquence quand on passe d'un référentiel à l'autre. Non, c'est ce qu'on avait en- Non, mais s'il est posé au repos, c'est le même référentiel. Ah, ok. Ouais. Ah, on a un peu dépassé. Alors, juste, ouais, bon, je voulais mettre tout ça en équation maintenant. Non, on va pas faire ça. Donc, les effets de marée. Ok. Bon, ben, je crois qu'on peut s'arrêter si vous n'avez pas d'autres questions. Non ? Bon, donc j'ai pris beaucoup de retard, mais c'est pas grave, je pense que c'est pas mal. Donc là, on fait des choses qualitatives, enfin un petit peu quantitatives malgré tout, ça donne les ordres de grandeur. Mais c'est peut-être pas plus mal que vous voyez tout de suite les motivations. Donc voilà, deux effets inattendus du principe d'équivalence. C'est vraiment le principe d'équivalence qu'impose ça. Et donc on voit... Avec la déflexion ici, on voit qu'une ligne droite va devoir être courbe vue d'un point de vue standard. Donc il y a une espèce de courbure de l'espace-temps qui fait qu'une géodésique de l'espace-temps apparaît courbe vue dans notre espace si on s'en tient à l'espace. Il faudra définir la ligne droite. Et donc là, voilà, courbure de l'espace-temps. Et puis là, on voit aussi qu'il y a une histoire avec le temps. Que la gravitation a un effet sur le temps puisque ça peut changer des fréquences, hein, sans changer des vitesses. Donc la lumière, elle va toujours à la même vitesse. Donc quand sa fréquence varie, ça peut être lié à un effet Doppler, mais là, c'est ce qu'on a montré, sa fréquence varie même pour un corps qu'on appelle au repos dans des référentiels habituels qu'on considère. Parce qu'en fait, le référentiel où je suis là au repos sur Terre, c'est pas un bon référentiel. Enfin, c'est un bon référentiel comme n'importe quel autre. Mais le référentiel naturel, c'est celui en chute libre. C'est celui où il n'y a pas de gravitation. Et la gravitation que je ressens n'est qu'un effet du fait que le sol m'accélère vers le haut. Voilà. Oui. Ce que tu viens de dire, c'est dans un cadre classique. Là, on a vraiment utilisé la relativité restreinte en général. Pour dire tout ça, ce que tu viens de dire. Même pas... Oui, on pourrait dire la même chose avec la relativité restreinte. La seule chose, parce que la seule chose, c'est que le delta t devrait être un delta tau. Ouais, c'est ça. Mais gamma est quasiment égal à 1. Enfin, tant que je le fais pas, tant que je le fais chuter d'une hauteur telle que la vitesse atteinte, c'est pas la vitesse de la lumière, c'est bon. Et on y est. Donc c'est justifié de ne pas être en relativité restreinte. Ouais, ça. Ouais. Du coup, le redshift gravitationnel qu'on vient d'étudier ici, c'est le même qu'on observe pour les galaxies. Alors, il y a l'effet Doppler lié à l'expansion de l'univers, mais enfin, non. Disons, il y a les deux. Là, je suis dans un espace-temps, j'ai raisonné dans un espace-temps qui est classique, qui est statique, qui n'est pas en expansion. Localement, il n'est pas en expansion. Donc, c'est simplement le fait qu'on tombe ou on tombe dans un champ gravitationnel ou on s'éloigne. On peut avoir, dans une galaxie lointaine, qui s'éloigne de nous par expansion, qui s'éloigne, on verra ce que ça veut dire vraiment, dont la distance augmente, mais il faudrait pouvoir la définir, etc. Donc il y a ce redshift d'expansion, cosmologique, on va dire, et en plus, il peut y avoir un corps massif dans une galaxie lointaine qui émet un photon vers nous, qui d'abord doit sortir de son champ gravitationnel, là il se redshift, et en plus il y a l'expansion. Donc c'est deux choses qui peuvent se cumuler. Le premier étant complètement négligeable en général, sauf si c'est un trou noir. C'est bon? Ok, et bien à la semaine prochaine. Il va falloir que je trouve un moyen d'accélérer. Une petite question rapide. Ouais.